Bonjour et bienvenue dans ce huitième cours de techniques d'analyse en marketing stratégique. Alors aujourd'hui, on va parler d'analyse d'un portefeuille d'activités, donc finalement de la gestion de plusieurs activités en parallèle. Et donc, je vous rappelle que la fois passée, on a vu le modèle d'analyse de la performance. Alors on ne va pas revenir sur tous ces ratios. Mais le principe est que c'est une bonne manière d'aller rechercher où se trouvent les facteurs clés de succès, de son organisation ou de ses concurrents, pour la bonne et simple raison que ça se base sur, des données qui sont accessibles de tout le monde. On peut aller sur la banque Carrefour des entreprises, taper, le nom de ses concurrents et pouvoir accéder à leur dernier bilan, à leur dernier compte de résultats. Et donc pouvoir, aller rechercher, alors d'abord s'il y a rentabilité des capitaux propres et au cas où il y a rentabilité des capitaux propres, ce qui veut dire qu'en principe ils ont du succès, en termes de profit, et ben aller rechercher d'où vient, cette rentabilité. Et on a vu qu'il y avait aussi moyen de faire, un double lien. Le 1 c'était un lien avec la prise de risque, de l'organisation, puisque, on peut comparer, la rentabilité, dite économique, à la renta à excusez-moi, à l'effet de levier. Hein, et donc en combinant les 2, on voit si cette rentabilité vient plutôt du cœur intrinsèque du métier de l'organisation ou si elle vient d'une prise de risque, j'allais dire excessive, mais bon, chacun a son aversion au risque, hein, mais donc est-ce qu'elle vient d'une prise de risque ou est-ce qu'elle vient du, métier de l'entreprise ou d'une combinaison des 2, hein, pas de souci avec ça. Voilà. L'autre lien qu'on pouvait faire, c'était, le lien avec, les différents systèmes concurrentiels et donc on a vu que si, c'était plutôt la performance commerciale, qui participait grandement à cette rentabilité des capitaux propres, on était plutôt, vers, une stratégie où on allait rechercher de la marge, donc probablement plutôt dans un système spécialisé ou dans un système fragmenté très bien maîtrisé. Et si on était plutôt vers, excusez-moi, si on était plutôt avec une rotation des actifs assez élevée, à ce moment-là, on est plutôt en train d'essayer de rechercher des effets de volume, hein, probablement évidemment dans un système de volume si on le fait bien. Euh, avec, une bonne combinaison des 2 voudrait dire une stratégie de la valeur maîtrisée. Donc, pour rappel, une large cible pour lequel on a été capable de se différencier efficacement. Voilà, donc des chiffres, oui, c'est vrai, mais des chiffres qui expliquent la stratégie qu'on a, vue auparavant. Très bien. Alors, allons-y pour cette analyse du portefeuille, d'activités et on a plusieurs matrices, qui nous aident, à faire ces analyses de portefeuille. Je vous en ai mis enfin, il y en a 4 qui sont très connues. Nous, on va, analyser la plus connue, hein, le BCG, la matrice BCG. C'est quelque chose que normalement vous avez déjà dû voir dans votre cours d'introduction au marketing et je vais, y rajouter la matrice McKinsey, hein, qui est beaucoup plus compliqué, à utiliser, je trouve, mais pour des entreprises qui sont, pas de taille, gigantesque, c'est souvent la McKinsey qui a le plus de potentiel explicatif. Voilà. Alors allons-y. Quel est l'objectif de ces matrices portefeuille? Un triple objectif. Le premier, c'est de faire un diagnostic de la valeur globale de l'ensemble des activités, puisque hein, je vous rappelle que ces activités, elles doivent être prises ensemble pour pouvoir concevoir si des économies de gamme ont été valablement mises en place. Voilà.
Elle va pouvoir aussi, enfin, elles vont pouvoir aussi nous aider à évaluer le caractère dit équilibré du portefeuille. Alors, on a vu que suivant les différents types de domaines d'activité stratégique ou d'environnement, de force, de faiblesse, enfin un peu tout en fait finalement, on avait des risques qui étaient différents. Et un peu sous le principe de on n'a pas envie de mettre tous nos œufs dans le même panier, eh ben, on va essayer de répartir ces risques. Alors, il est vrai que certains n'aiment pas, certains stratèges n'aiment pas cette matrice portefeuille parce qu'ils disent, mais finalement, c'est l'investisseur, particulier ou professionnel, qui décidera de diversifier son portefeuille hein, d'investissement en fonction pour équilibrer ça et que finalement, ce n'est pas le rôle d'une entreprise d'aller investir dans différentes activités. Bon, c'est leur point de vue. En attendant, il y a pas mal d'entreprises qui le font, hein, qu'il y a de grosses entreprises qui gèrent un portefeuille d'activités et qui le font plutôt avec du succès. Donc ça, c'est une question de préférence, hein, mais donc vous devez savoir, évidemment, que si vous investissez dans euh, dans une entreprise qui a un portefeuille d'activités, eh ben, votre risque sera plus réparti que si évidemment vous investissez dans une entreprise qui n'a qu'une seule activité. Pour autant qu'il y ait en général c'est le cas, hein, une bonne répartition des risques. Troisième chose, guider le choix de l'allocation des ressources entre les différents domaines d'activité stratégiques actuels et futurs, puisqu'il s'agit aussi d'aller créer nos futures activités rentables. Hein, finalement, c'est réellement ça. C'est dire, OK, où est-ce qu'on doit aller mettre le plus d'argent? Et c'est pas forcément là où c'est le plus rentable. Hein, on va le voir. OK, toutes les matrices portefeuille positionnent les domaines d'activité stratégiques sur deux dimensions. Hein. La première dimension peut être nommée l'attractivité du domaine d'activité stratégique. Hein. Euh, ou l'attractivité du marché, moi je préfère dire comme ça. Hein. Voilà, c'est une manière, on peut dire degré d'activité, excusez-moi, degré d'attractivité de l'activité ou du DAS hein, ou du marché, ça marche aussi. Hein, ce qu'il faut bien visualiser, c'est que là, on essaye d'analyser les facteurs externes, hein, savoir s'il y a une bonne croissance potentielle, est-ce qu'il y a une bonne rentabilité potentielle, est-ce que ce segment hein, a un futur, voilà, et un présent aussi. Euh, Évidemment, je préférerais investir dans des marchés où ben, il y a du potentiel présent et futur. Voilà. Deuxième dimension, la situation concurrentielle de la firme. Ici, on va plutôt regarder nos forces et nos faiblesses en interne. Hein, et on a vu que les parts de marché étaient quelque chose qui pouvait faire une bonne barrière à l'entrée dans un environnement de volume, hein, et que la maîtrise d'autres facteurs clés de succès pouvait aussi faire le job dans d'autres types d'environnements. Et donc, voilà, on va aller mettre là les facteurs clés de succès de mon organisation. Et évidemment, si j'ai des facteurs clés de succès, hein, qui, on l'espère, constituent de bonnes barrières à l'entrée, eh ben, j'aurai hein, des espérances de rentabilité présents et futurs d'ailleurs. Voilà, les petits plus, en général, et même pour toutes les matrices que je vais vous présenter, la taille du disque qu'on va utiliser, hein, le diamètre du disque qu'on va représenter sur le graphe, va être proportionnel au chiffre d'affaires de l'entreprise. Ça permet de, en un coup d'œil, voir qu'est-ce qui pèse lourd et qu'est-ce qui est plus léger. Et
Bah, tant qu'on y est, puisqu'on a, décrit le volume, on va aussi, hein, mettre, ça ce serait, c'est l'idéal d'aller mettre, le taux de marge, donc la rentabilité, hein, la rentabilité, entre parenthèses. Comme ça, on voit tout de suite en un coup d'œil, là, vous voyez sur la gauche, ah ben j'ai un grand disque, qui a une rentabilité de 12. Ben ça, c'est l'activité clé, hein, de mon organisation. J'en ai un qui est quand même pas mal, hein, avec un peu moins de rentabilité, et j'en ai un autre, hein, qui a une faible rentabilité et un plus faible, voilà, chiffre d'affaires. Bon, et alors du coup, ça permet de, en un coup d'œil, savoir à quoi on a affaire. Donc, je vous ai dit, on va prendre 2 matrices différentes. La première, c'est la BCG. La BCG est très, quantitative, hein. Elle va mesurer l'attractivité, la situation concurrentielle avec des choses très chiffrées. Hein, et c'est pour ça que, on l'aime bien, la BCG. Elle est facile à présenter à des étudiants parce que suffit de leur donner des chiffres et ils arrivent à le mettre sur le graphe. Ce n'est pas le cas de la matrice McKinsey, qui est beaucoup plus subjective, qui fait appel à des aspects plus qualitatifs. Mais bon, maintenant que vous avez bien compris ce que c'était un facteur clé de succès, hein, le fait que ça ait de la valeur, que ce soit non imitable, non substituable, que ça permette de faire une barrière à l'entrée, beh, tout ça, ça va être, finalement des indicateurs. C'est subjectif, on comprend bien que c'est subjectif, mais, hein, ça va nous permettre de faire, déplacer quand même, hein, nos différentes activités sur une matrice qui sera du coup plus subjective, mais qui pourra, nous permettre de mieux réfléchir. Enfin, moi je trouve que, la matrice McKinsey permet de mieux réfléchir, en termes, de petites ou moyennes entreprises, en tout cas. Alors, allons-y, commençons par, cette fameuse, matrice BCG. Alors, pour mesurer, l'axe qu'on a mis ici, en excusez-moi, en ordonnée, hein, donc pour mesurer l'axe taux de croissance de l'activité, excusez-moi, on a choisi le taux de croissance de l'activité pour mesurer l'axe du degré d'attractivité. Alors, c'est une mesure qui est assez simple, enfin en tout cas dont les chiffres sont disponibles tels quels, hein, et qui ne sont pas, sujets à une subjectivité. C'est finalement l'accroissement du marché sur lequel je, je j'évolue. Alors évidemment, ce marché peut être défini de manière plus ou moins étroite, on est bien d'accord, donc il reste toujours une certaine part de subjectivité, mais voilà. En général, on a un espèce de commun accord, sur le fait que ce marché-là est décrit de telle manière et on peut mesurer, on a des chiffres sur, la taille du marché, ne fût-ce qu'en chiffre d'affaires et même parfois en volume, hein. Mais ici, on utilisera, souvent le chiffre d'affaires. Très bien. Initialement, on a mis ça de 0 à 20%. On voit que c'est une belle croissance quand même, hein, d'aller mettre une croissance médiane à 10%. Beh, ce sont des modèles qui ont été faits, hein, juste après, les 30 glorieuses, hein, donc ils étaient encore, bien optimistes. Ils disaient: «Ouais, voilà 10%, ça c'est l'objectif», hein. Bon, aujourd'hui, on mettrait la médiane un peu plus bas, pour être honnête. Voilà. On peut adapter soit, mettre cette médiane autour de la croissance du PIB de la zone, sur laquelle, on évolue. Bah, ça ferait finalement la croissance moyenne d'une entreprise, sur la zone. On peut aussi aller mettre là les activités, la moyenne des activités qu'on a dans le portefeuille. Au moins comme ça, hein, on est sûr d'avoir la moitié au-dessus et la moitié en dessous. Enfin en termes de probabilité. Bon, voilà, ça c'est pour, l'axe. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi l'accroissement, du marché? Beh, on a vu qu'un marché en croissance était favorable à l'intensité concurrentielle.
Bah oui, hein, je me répète, mais heu, dans un marché en croissance, si moi je veux croître, eh ben, je ne suis pas obligé de shipper des clients à mes concurrents. Donc ça veut dire que quand même, on a, voilà, on est un peu plus relax, on a un peu de marge de manœuvre sur ce marché. Évidemment, si pour autant qu'on arrive à suivre évidemment cette croissance, du marché, et ben, ça va nous permettre, de réduire nos coûts futurs puisque en augmentant notre volume, on va réduire nos coûts, et donc là, il y a encore ça veut dire aussi qu'il y a encore du potentiel futur pour réduire ses coûts et donc qui dit réduire ses coûts, pour autant évidemment qu'on investisse, hein, dit qu'on sera plus rentable puisque, hein, le profit, c'est bien le chiffre à affaires moins les coûts. Voilà, une autre manière de le dire, c'est que si j'ai, un marché qui est à maturité, bah, il y a plus trop d'opportunités à prendre, il y a plus que de la décroissance, heu, en face de moi. Si je suis dans un marché en croissance, ça veut dire que je vais vouloir suivre cette croissance pour rester, hein, hem ou en tout cas pour, conserver mes parts de marché. Donc, si je suis en haut sur cet axe de taux de croissance de l'activité, ça veut dire que je vais avoir besoin de beaucoup de cash. Que je sois en activité étoile ou en activité dilemme, il va falloir investir, ça c'est sûr. Ou en tout cas être prêt à investir. Voilà. Pour mesurer la situation concurrentielle, hein, donc ici on l'a mis, sur, l'axe des abscisses et attention, alors je ne sais pas pourquoi, ces matrices, on a toujours, ils changent le sens des axes. Donc ici, hein, faites attention que la grande part de marché, ce qui signifie un avantage, hein, est plutôt indiqué traditionnellement vers la gauche et donc le désavantage sera plutôt hein, indiqué vers la droite. Dieu sait pourquoi, c'est encore pire dans la matrice McKinsey, mais donc voilà, c'est comme ça. Hein, moi j'ai tendance à mettre le plus en haut et à droite, mais non, là ils veulent mettre le plus, enfin bon bref, en tout cas vers la gauche. Euh, bon, excusez-moi. Donc ici, pour mesurer cette situation concurrentielle, on va finalement mesurer le degré de leadership sur le marché. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va prendre un ratio des ventes de l'entreprise par rapport à celle de son concurrent le mieux placé. Alors, en fait, c'est une très bonne manière de faire puisque ça veut dire que si je suis leader de mon marché, ça veut dire que ce ratio sera supérieur à 1 et je serai dans l'activité hein, vache à lait ou activité étoile. Ça veut dire que je serai leader de mon marché. Hein. Et donc ça, c'est intéressant parce que si je suis leader de mon marché, ça veut dire que j'ai les meilleures économies de volume de mon marché. Très bien. Et forcément, dès que j'ai un concurrent qui est plus gros que moi, alors là je suis du coup à droite du 1, hein, eh ben je suis pas leader de mon marché. Ce n'est pas moi qui ai les meilleures économies de volume. Ok. Euh, pour autant, et peut-être que c'est maintenant faut le dire, je le répéterai un peu plus loin, mais donc pour autant que je sois dans un environnement de volume, ça indique les liquidités que je vais être capable de générer. Donc, on a bien compris aussi bien la manière de mesurer le degré d'activité que la manière de mesurer la situation concurrentielle est issue d'un et n'est valable que dans un environnement de volume. Très très bien. Donc, euh, une matrice super populaire, je le rappelle, due à la facilité de mesurer hein, la part de marché de la croissance du marché, la part de marché de mes différents concurrents. Ben, hein, je rappelle, hein, on va voir leur bilan et puis c'est marqué là le chiffre d'affaires qu'ils font, hein, pour autant qu'ils aient un, oui, c'est pas toujours le cas, on doit parfois faire appel, excusez-moi, hein, parce que souvent il y a une entreprise
qui a plusieurs activités. Donc vous avez un chiffre d'affaires global si vous allez voir le bilan ou le compte de résultat, excusez-moi. Hein, mais vous avez des entreprises qui font des études de marché à intervalles réguliers, hein, et qui évidemment vendent ces données. Mais donc pour une grosse entreprise, c'est tout à fait acceptable de payer ça. Très très bien. Ok. On peut, pour autant qu'on soit toujours dans un environnement de volume, en déduire, hein, et donc évidemment puisqu'il s'agit d'une analyse d'un portefeuille d'activités, eh ben, je vais vouloir analyser, il faut que ce soit l'ensemble de mes activités qui soient des activités de volume, et c'est souvent le cas, hein, puisque ben voilà, ça demande d'autres compétences managériales de gérer des économies de volume ou de gérer une différenciation. Hein, donc, moi je trouve que c'est pas mal, hein, d'avoir des entreprises qui ne font que des choses standards à gros volume et d'autres qui essayent plutôt de se différencier. Faire les 2, ça demande un twist dans l'esprit qui est pas à la portée de tout le monde. Voilà, donc si on est vache à lait, donc vache à lait, ça veut bien dire que, on a un faible taux de croissance de l'activité et qu'on a une grande part de marché. Voilà, grande part de marché dans un marché à maturité, voilà, typiquement. Alors, puisque on a une faible croissance, on ne va pas surinvestir, hein, dans ces activités, donc ça demande peu d'investissement. Par contre, c'est très rentable puisqu'on a des économies de volume qui sont meilleures que celles de nos concurrents. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle vache à lait, hein, et bon, je vous ai mis des petites icônes, là on aime bien faire, hein, montrer des petites icônes. Quand il n'y a pas de petites icônes, il y a un petit dollar en général, hein, et ben oui, il y a un petit dollar ou une vache à lait parce que, hein, ça produit du lait, ça produit du cash. C'est vraiment la réserve financière de mon portefeuille. C'est là-dessus que je me base pour, hein, disposer d'argent à investir. Et donc c'est intéressant évidemment d'avoir des vaches à lait puisque on veut, hein, avoir de l'argent à investir ou à distribuer à mes actionnaires, hein. Voilà. Stratégie est en général de maximiser la rentabilité économique et on va pas trop investir là-dedans. Alors, c'est pas toujours vrai. Parfois, il y a des activités qui ne sont pas en croissance, mais qui vont continuer à être stables. Et parfois, histoire d'y survivre, il faut refaire un petit investissement. Mais en général, on va limiter ces investissements simplement pour se maintenir, hein, dans cette activité vache à lait et pouvoir continuer à, à disposer de cash, vous l'avez compris, pour investir dans les autres activités et notamment en activité étoile. Alors pas forcément, mais il faut être prêt à investir dans les activités étoiles, puisque ce sont des activités qui non seulement sont où on a un leadership sur le marché, mais qui sont dans avec un fort degré d'attractivité parce que elles ont un taux de croissance important. Alors, qui dit taux de croissance important dit probablement investissement pour suivre la croissance. Alors, parfois, ces activités étoiles génèrent elles-mêmes le cash que nécessitent les investissements. Et ça, c'est évidemment l'idéal, hein, mais il faut être prêt à suppléer avec les vaches à lait ou avec un retour aux actionnaires si on veut conserver notre leadership, hein. Donc, bonne rentabilité, idéalement suffisamment pour faire des tas d'investissements, mais donc il n'y a pas de distribution aux actionnaires. Ça, c'est, hein, en général dans les activités étoiles, on va éviter de faire de distribuer parce qu'on veut suivre la croissance du marché pour rester leader. C'est aussi l'avenir du portefeuille d'activité, puisque une fois que je serai à maturité, hein, le taux de croissance d'un marché n'est pas infini, donc il y a un moment, il va arriver à stabilité, et si je suis arrivé à me maintenir leader dans ce marché le temps que ça se tasse, eh ben, j'aurai une nouvelle vache à lait, et donc j'aurai de nouveau, hein, du cash à disposer pour investir dans, on espère, une nouvelle activité étoile ou dilemme. Voilà, hein, donc très important de maintenir sa position concurrentielle, hein, toujours avec l'hypothèse d'un environnement de volume. Et c'est un enjeu stratégique puisque
les autres, vos concurrents, ils vont voir, ils vont dire: là, il y a un bon petit marché en croissance. Si je veux, investir quelque part, bah, hein, je on pourrait très bien subir l'attaque d'un concurrent qui se dirait: «Oh là, il y a pas trop d'intensité concurrentielle puisqu'il y a une croissance du marché, hein, allons-y». Voilà, hein, représenté par une étoile montante, on a compris, étoile montante, qui deviendra vache à lait si on s'en occupe bien. Alors, les activités dilemme, qui sont donc, dans un bon marché en pleine croissance, mais pour lequel je ne suis pas leader. Alors, ce n'est pas forcément un problème si je ne suis pas dans un environnement de volume, mais si je suis dans un environnement de volume, c'est un problème. Alors, hem, c'est un problème parce que, je n'ai pas de rentabilité. Et j'ai besoin d'investir, très lourdement pour pouvoir, conserver, hein, voire, conquérir des parts de marché supplémentaires afin de devenir leader, hein. Et c'est pour ça qu'on dit activité de dilemme parce que en gros, le dilemme, c'est soit revendre, abandonner, soit investir suffisamment fort pour de devenir une activité étoile et être leader de son marché. Voilà le dilemme. Alors, ce dilemme se résout comment? Hem, et ben, en général, on va, pencher pour l'investissement massif si on a une certaine forme de synergie avec d'autres activités et si on n'en a pas, on va plutôt, hein, pencher pour, la revente. Alors je dis bien plutôt pencher pour, hein, hem voilà, il y a pas non plus ce sont des réflexions, hein, il y a pas de on peut aussi se dire: «Non, non, non», même s'il y a pas de synergie, on prévoit d'avoir des synergies avec encore d'autres activités qui sont encore en recherche et développement et voilà, on a une stratégie à plus long terme encore, ça peut être valable, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein, mais en tout cas, c'est ce que la matrice nous propose de faire. Voilà. Et dernier cadran, activité point mort, pas très, vocable pas très sympathique pour cette activité, parce qu'il y a pas de croissance, OK, hein, donc on est à maturité et on n'est pas leader de son marché. Alors, de nouveau, en termes de facteurs clés de succès, liés au volume, beh, effectivement, là, c'est un point mort, là, il y a pas de doute. Et donc, en gros, bah, il vaut mieux, revendre cette activité. Hem, Parfois, elle génère pour une raison ou une autre, probablement parce qu'on n'est pas que dans une activité de volume, elle rénerve encore, un peu de revenus, ne fût-ce que, hein, pour des activités de service après-vente, hein, pour maintenir, revendre des pièces détachées, pour entretenir le parc existant ou des choses comme ça. Donc parfois, ça vaut la peine de maintenir, hein, une petite activité et où on arrive à tirer, son épingle du jeu. Évidemment, là, c'est parce que on dispose, par exemple, d'un marché de gens qui ont déjà cette machine-là et donc ce sera moins cher pour eux, hein, de racheter la pièce détachée plutôt que de racheter la pièce neuve, par exemple. Donc dans certains cas, on maintient quand même, mais dans la plupart des cas, pour autant qu'on soit dans un environnement de volume, on revend. Alors, il est de tradition de mettre un chien, là, moi je suis un peu triste de voir un chien parce que, je trouve que c'est une brave bête. Je suppose qu'on met ça parce que, le chien ne produit pas de lait, hein, et qu'on peut y être, attaché, affectivement, enfin je l'espère si vous avez un chien. Hein, mais donc voilà, il faut être capable de s'en débarrasser et voilà, c'est un peu triste comme histoire, mais voilà, c'est une pratique commune d'aller mettre un chien à cet endroit-là, Dieu sait pourquoi. Alors, analyse, de cette matrice. La première, c'est une analyse de l'équilibre, de ce portefeuille. On a tout intérêt à
avoir des activités dans les différents cadrans. Alors pourquoi? Bah, si on a tout en poids mort, on a compris que c'était la mort à petit feu, c'est bien pour ça qu'on l'appelle poids mort. On n'a aucune perspective, j'ai mis à long terme, mais même à moyen terme, on a peu de perspectives à moyen terme. On a un risque de dégradation de la rentabilité très fort, toujours dans un environnement de volume, hein. Si tout est en dilemme, alors on pourrait se dire: «Bah, c'est pas ça va encore», mais non, il y a pas de ça veut dire qu'on est obligé d'avoir une source, externe, de financement très intense, puisque non seulement il faut se maintenir, mais en plus il faut encore conquérir des plus grandes parts de marché. Donc si tout est là en dilemme, c'est très compliqué. Si tout est en étoile, beh, ça peut être viable pour autant que la croissance de mon marché soit inférieure à ma rentabilité. Ça reste très délicat parce que je suis sensible à l'attaque d'un concurrent qui viendrait se mettre sur mon marché, surtout s'il a beaucoup de cash et qui pourrait me rattraper. OK? Donc, ça reste problématique, hein. Il y a un risque en tout cas qui est assez grand. Et si, j'ai tout en vache à lait, bah, là, c'est encore l'endroit le plus tranquille pour avoir tout, puisqu'il y a pas il y a plus de cash généré que d'investissement, donc je peux toujours me retourner. Mais il faut pas que je me repose sur mes lauriers trop longtemps parce qu'il y a un moment, hein, où, peut-être que la phase de maturité va se transformer en phase de décroissance et à ce moment-là, je voudrais avoir déjà mon étoile, montante qui passe vers ma vache à lait si je veux continuer à avoir une rentabilité constante. Donc voilà, pas se reposer sur excusez-moi, sur le laurier quand on est tout en vache à lait. Euh, donc, un portefeuille équilibré veut dire un portefeuille dans chacune de ces zones. Alors, on voudra aussi avoir la majorité des domaines d'activité stratégiques avec évidemment une notion de la taille de ce disque, hein, soit en vache à lait, hein, et c'est là qu'on veut le centre de gravité d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de cash qui est généré, et en, et en étoile, parce que on veut un futur. Donc ça veut dire le vache à lait, c'est notre présent, l'étoile, c'est le futur. Donc ça, c'est vraiment les deux où on veut que ce soit les disques soient les plus importants. Voilà. Hein, et donc vous avez un exemple ici en haut à droite, hein, de portefeuille équilibré, avec, on voit deux grosses vaches à lait, un dilemme qui est, excusez-moi, une étoile qui est prête à passer en vache à lait, et un dilemme qui est qui vient de passer en étoile, avec deux autres choses qu'on peut travailler à plus petite échelle. Hein. Donc ça, c'est l'idéal, hein, la séquence idéale, c'est d'investir massivement dans un dilemme, ou ça peut être directement une étoile aussi, hein, d'être précurseur et d'arriver directement, hein, en étoile. Mais donc, hein, voilà, on y va, on investit à mort jusqu'à devenir étoile si on ne l'est pas déjà, et puis on se maintient sur ce marché jusqu'au moment où la croissance arrive à maturité et là, on récolte le cash. Et donc, voilà, ça, c'est l'idéal. L'inverse, et c'est souvent malheureusement le cas de petits entrepreneurs qui ont une idée géniale, hein, on arrive, on a une idée, on veut l'exploiter soi-même et on n'a pas le cash suffisant pour suivre la croissance du marché. Et donc, au moment où on a notre idée, on est l'étoile, mais par sous-investissement, si vous voulez, eh ben, on va passer, il y a quelqu'un qui va nous dépasser, on va passer en dilemme et à maturité du marché, on va passer en poids mort. Et là, c'est voilà, c'est dommage. C'est souvent parce que on n'a pas anticipé la croissance du marché et donc le besoin en cash qu'on allait avoir. Très très bien. Alors, je vous ai fait un petit exercice ici.
je vais le faire avec vous, hein, donc le principe, c'est qu'on a Bouygues ici qui était, c'était en 2007. Hein, qui avait un portefeuille avec 5 activités que je vous ai mis avec les différents détails dans le graphe en bas à droite. Alors si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez mettre pause à ce moment-ci, hein, et essayer de les remplir dans la BCG qui est en haut à droite. Hein, je vous laisse faire ça. Moi, ce sera déjà fait sur le slide d'après. Hein, et on va essayer de répondre aux questions suivantes aussi. Pourquoi la valeur médiane retenue pour l'axe vertical est-elle de 4%, hein? On avait vu que initialement cette valeur médiane était 10%. Hein. Et donc il y a deux raisons au fait que ce soit 4%. Mais d'abord parce qu'en 2007, le PIB, la croissance moyenne de la zone, ici France-Europe, n'était pas de 10%, mais était plutôt plus basse que ça, hein, même plus basse que 4%, je crois. Il y a aussi, alors pour faire cette matrice ici, hein, on a aussi pris la croissance moyenne du groupe, hein, et on voit croissance du secteur, enfin des secteurs d'activité du groupe, 6%, 4%, 9%, 3,5%, 5,5%. Hein, donc on est aussi dans cette, un peu plus haut, mais dans cette zone-là. Hein. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on peut prendre. Bon, alors je vous laisse construire la matrice BCG si vous en avez envie. Le portefeuille d'activité du groupe Bouygues est-il équilibré, hein, et est-il centré? Hein? On va aller voir ça sur le graphe que j'ai fait ici. Hein, et on voit que il est relativement équilibré, même si on manque d'une on a plus d'étoiles que de vaches à lait. J'aurais préféré avoir 2 étoiles et 2 vaches à lait et 1 étoile plutôt que l'inverse. Hein. Et effectivement, le centre de gravité là, qui est Cola, hein, qui est vraiment qui prend le gros du chiffre d'affaires du groupe, hein, et ben celui-là, il est en étoile, hein, et il n'est pas en vache à lait. Donc on aurait préféré avoir un centre de gravité un peu plus sur le vache à lait, mais sinon l'équilibre est pas mal du tout. Alors, quelles sont les recommandations stratégiques qu'on peut faire et donc je me mouille pas trop, hein, parce qu'en 2007 ils l'ont fait, hein, mais on pourrait dire de faire très attention à l'activité Cola, hein, Bouygues Immobilier aussi, hein. Donc on va vouloir bien investir euh, dans ces deux zones pour être sûr de les avoir en vache à lait. Et donc, comme on n'a pas vraiment de vache à lait, hein, de production de cash, on pourrait vouloir revendre une des deux activités en dilemme. Et donc, il reste la notion du choix de ces activités. Alors, bon, ici, il s'agit évidemment, pour prendre sa décision, d'une analyse des synergies, hein, et on pourrait se dire, hein, je ne suis pas dans le détail de l'activité, que Bouygues Télécom pourrait avoir des synergies avec TF1, mais dans une mesure très légère. Hein. Par contre, Bouygues Construction, hein, même si on est proche du point mort là, Bouygues Construction va avoir des grosses synergies avec Cola, hein, qui est aussi dans des chantiers, et Bouygues Immobilier, hein, dans une moindre mesure. Mais donc ça va faire vraiment, hein, admettons, si vous avez une grue de chantier, vous pouvez l'utiliser, hein, en Bouygues Construction et pour Cola. Donc ça, c'est des grosses synergies qui vont être très intéressantes. Hein, et donc, on pourrait, hein, et d'ailleurs c'est ce qui a été fait, revendre Bouygues Télécom, hein, pour réinvestir ça dans Bouygues Construction et tenter d'aller le faire passer, hein, du côté leader du marché, hein, pour le faire descendre en vache à lait avec Cola. Et voilà. Donc voilà, ça permet de donner des petites recommandations stratégiques comme ça. Enfin, ça a des grosses conséquences, hein, évidemment, mais c'est le principe. Les limites de la matrice BCG, on en a déjà largement parlé. Le postulat, aussi bien, hein, pour
mesurer les deux dimensions de notre matrice, eh ben, il est lié à un système concurrentiel de volume, hein. Et que donc, beh, voilà, si on a un système autre que volume, beh, il va falloir prendre cela avec des pincettes et aller rajouter, peut-être des facteurs clés de succès qui ne sont pas, liés simplement au fait d'être leader. Aussi, alors nous, on l'a rajouté dans notre raisonnement, hein, notamment pour savoir, quelles activités dilemme on allait privilégier, mais on aimerait avoir un modèle qui puisse, bien mentionner quels sont les effets de synergie. Or ici, les effets de synergie les effets de synergie sont importants en environnement de volume aussi, hein, les effets de synergie ne sont pas mentionnés. Donc, c'est peut-être quelque chose que, alors c'est difficile à chiffrer, mais voilà, on voudrait rajouter aussi. Troisième critique, parfois, la répartition des ressources non financières est aussi importante, spécialement évidemment de nouveau dans des environnements qui ne sont pas de volume, hein, le chercheur, ou le groupe de chercheurs vraiment performants, le, le, voilà, le marketeur talentueux, hein, on va le mettre dans quel, dans quel groupe, enfin dans quel DAS. Ça, c'est aussi quelque chose d'important qui n'est pas forcément lié à l'investissement qu'on fait, mais voilà, parfois il y a des compétences qu'il faut bien distribuer. Et donc ce modèle-là n'est pas n'informe pas pour ça. Et puis la dernière chose, c'est que être manager d'une activité vache à lait, c'est pas très motivant, voilà, de devoir maintenir une activité comme ça et de voir que tous les bénéfices qu'on fait, sont injectés dans d'autres activités. Voilà, ça c'était un plus pour la note que pour la limite du système. Voilà. Alors évidemment, on a la matrice McKinsey, hein, je vous l'ai déjà dit, qui va nous permettre de pallier ces choses-là, mais on va devoir faire d'autres sacrifices pour ça. On va devoir sacrifier le fait que les choses soient facilement mesurables. Alors pour la position concurrentielle, on va prendre la capacité relative de l'entreprise à maîtriser les facteurs clés de succès. C'est vague ça, hein, puisqu'il faut encore déterminer quels sont les facteurs clés de succès, hein, et d'avoir une certaine mesure, de savoir si on les maîtrise bien ou pas, hein. Donc on va essayer d'avoir une indication, voilà, mesurée du mieux qu'on peut, de l'avantage et du risque concurrentiel qui mènera finalement à une rentabilité, hein. Et donc tout ce qu'on a déjà dit, hein, sur les différents systèmes concurrentiels, hein, vont s'appliquer ici, hein, pour savoir, juger de quels sont les facteurs clés de succès et de pouvoir, les chiffrer. Très, très bien. Donc score, j'ai pas envie de dire intuitif, mais en tout cas, relatif, voilà. Pour mesurer, l'axe d'attractivité, eh ben, bien sûr, on va aller chercher les choses externes et pas que la croissance du marché, hein. Bien sûr qu'on peut prendre la croissance du marché, mais on pourrait aussi prendre des facteurs, réglementaires, hein. Voilà, est-ce que c'est un marché cadenassé par les normes et où il est difficile d'évoluer de manière libre et où il y a un poids administratif très grand, hein? Ou est-ce qu'on est sur une zone avec une grosse fiscalité, hein, ou dans un secteur où on nous demande une grosse contribution, à l'État? On va pouvoir regarder des facteurs socio-économiques aussi. Est-ce que c'est tendance ou est-ce qu'il y a des risques écologiques ou sociaux, hein, on voit, encore dans l'actualité, là, hein, on voit la mise en bourse de Deliveroo, il y a un risque social là qui va être un peu compliqué, hein, est-ce que c'est vraiment attractif? Alors évidemment oui, hein, sur des tas de critères, c'est attractif, c'est un marché en croissance, qui plus est Covid-proof, donc ça marche super bien, mais
OK, leur modèle socio-économique enfin social n'est peut-être pas, l'idéal, donc voilà, ça c'est quelque chose qui doit rentrer en compte, aussi. Voilà, j'ai aussi mis facteur, industriel et là je vous, rappelle qu'on a vu les 5 forces de porteurs qui pourraient, vous aider à, jauger de ça. Mais aussi la valeur relative de l'activité, donc relative à mes autres activités. Et donc là, c'est le royaume de la synergie, synergie en termes de coût, en termes d'image aussi, hein, puisque ça peut être une synergie au niveau d'une marque, d'une expérience client. Hein, ne sous-estimez pas la largeur de ces synergies. Voilà. Hem, Très, très bien. Alors voici à quoi ressemble une matrice, McKinsey, hein. Hem, alors je ne sais pas pourquoi ils ont de nouveau changé, hein, la manière de voilà, de mettre l'attractivité, de l'activité et la position concurrentielle. Bon voilà, je crois que c'est un peu pour se distinguer chaque fois. Ça vous demande un petit travail de l'esprit, rien vous empêche de construire votre matrice autrement, hein. Mais traditionnellement, la McKinsey, elle va mettre, hein, l'attractivité forte et la position concurrentielle forte en haut à gauche, hein, et c'est un peu une tradition, c'est comme ça. Mais donc le principe est de faire une matrice à 9 zones, on pourrait en faire plus, hein, mais c'est voilà, on en fait en général 9 et d'avoir des préconisations stratégiques générales, que moi je considère très simplistes, hein, mais qu'on peut compléter par une analyse globale de l'équilibre, du portefeuille, hein, voilà. Une petite, note, évidemment, les disques vont toujours, avoir une taille proportionnelle au chiffre d'affaires et rien n'empêche d'aller mettre la rentabilité entre parenthèses également. Moi, je trouve que c'est une bonne pratique, quand on fait, ces matrices. Bon, alors, au plus on est en haut à gauche, au mieux c'est, hein, ça c'est on l'a compris. Heu, Maintenir la position à tout prix, ça c'est bon, c'est le top de nos activités. Hem, on a évidemment, si on est en bas à droite, désinvestir, beh, on n'est pas bon dans un secteur qui est pas bon, ben, on va pas rester là, c'est pas le but. Hein. Bon, il y a un gradient, on pourrait se retirer de manière sélective, ok, soit. Hein, certainement, évidemment, si on a des synergies, on pourrait hésiter. Et c'est le principe, hein, de celui qui est tout en bas à gauche, investir massivement si on a des synergies qu'on veut conserver ou abandonner. Et ceux qui sont un petit peu plus, dans le vague, c'est ceux qui sont au centre ou en haut à droite, hein, rentabiliser, heu, prudemment ou rentabiliser, hein, si on est, voilà, sur, un si on a une bonne position concurrentielle, beh, voilà, il faut, hein, arriver à rentabiliser. On le représente parfois, sur avec ABC, ça revient exactement au même, hein, c'est ce que je viens de vous dire, hein. En A, c'est la banane. En B, on maintient et on essaie de pousser en A. En D, il y a un choix à faire et en C, on se débarrasse de la chose. Très, très bien. Alors j'ai prévu un petit exercice qui va pas être évident, hein, donc vous pouvez mettre pause et essayer de le faire vous-même. Donc ici c'est IBM en 2004 qui avait un bon portefeuille d'activités et qui ont dû faire un choix stratégique, donc c'est intéressant de le mettre sur la matrice. Hein. J'ai chaque fois, souligné ce qui était important, hein. Ils avaient une activité de service aux entreprises, hein, IBM Global Service. On voit qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est le plus important. Il fait plutôt plus ou moins 3 fois l'importance des 3 autres, hein, donc ça va être le plus gros disque. On me dit que c'est un secteur à très fort potentiel, c'était le cas en 2004, ça l'est toujours d'ailleurs, hein, donc attrait de l'activité, on sera en tout cas à gauche.
On me dit IBM est l'un des plus compétents, donc on va mettre position concurrentielle en haut, hein, donc on va mettre un gros rond en haut à gauche avec IBM Global Services. Voilà, leader mondial incontesté, nombreuses synergies, voilà, la totale, quoi. Le secteur des PC, baisse de la croissance des ventes. Aïe, ok, donc attrait de l'activité plutôt à droite. Dégradation des marges, ok, ça veut dire probablement que j'ai un des facteurs clés de succès qui sont en train de s'étioler aussi, plutôt en bas. Ne peut délocaliser toute sa chaîne de valeur. Ok, donc on a compris qu'on était un peu calé là, et au mieux on le met au milieu, hein, ou on peut le mettre en bas à droite si on est en fonction d'un petit peu de sa sensibilité, hein, puisque c'est, hein, je vous rappelle que ici c'est subjectif, hein. Le secteur des logiciels paraît globalement porteur, donc de bons facteurs externes, en tout cas moyens, hein, puisque là on peut apparaît particulièrement bien placé, hein, donc là par contre je suis en fort, particulièrement placé, hein, notamment en raison de fortes synergies. Ah très bien, hein, donc ça c'est très bien, donc finalement c'est aussi pas mal, hein, ce secteur des logiciels, hein, même si on n'est pas probablement un peu moins, hein, en haut à gauche. Et le secteur des serveurs et des systèmes à haute performance, activité à forte valeur ajoutée, même si la situation est relativement morose. Ah, donc ici, on a un facteur externe pas trop bon, mais on a des bons facteurs clés sociaux. On est leader mondial historique, hein, donc on est au top, hein, donc là, en haut, au milieu, probablement. Alors voyons si j'ai fait la même chose ici. Ah ben voilà. Hein. Donc, on a bien CPC, hein, qui sont, ici on a mis en bas au milieu, mais donc plutôt en bas à droite. Et on a évidemment cette grosse activité de service qui est absolument à conserver avec les deux autres, serveurs et logiciels, hein. Et donc, pour la petite histoire, IBM a revendu son activité PC à Lenovo, hein, pour 1,25 milliard de dollars tout de même, hein. Donc oui, on est ici sur des analyses de gros portefeuilles. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, hein. Ben, c'était le dernier cours qu'on a ensemble. Vous avez encore l'exercice à faire et on se retrouve bientôt pour votre évaluation. Merci.